Bonjour à tous. Alors, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous parler d'une préparation moteur. Je pense que ce sera intéressant. Donc là j'ai terminé le montage tout à l'heure de la vidéo et je vois que ça va être ultra long du peu que j'en ai fait. Je voulais prendre de l'avance, commencer tôt et puis terminer la vidéo au fur et à mesure et après que je vous la mettrai en une fois où il y aurait vraiment tout le moteur. Mais là ça fait déjà 40 minutes alors que j'ai parlé juste du haut moteur et du bas moteur. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire en plusieurs parties. Alors, tout ça c'est venu de l'acquisition d'un nouveau cylindre parce qu'en fait l'objectif c'était d'avoir un bloc de rechange pour la piste. Je voulais avoir deux blocs complets prêts à rouler. Donc j'ai celui qui est déjà monté sur la machine, le bloc Europe là qui marche très bien, mais d'en avoir un en rechange au cas où, que je puisse interchanger. Donc l'occasion s'est présentée, chez un copain j'ai pu acquérir un nouveau cylindre. Donc ce cylindre là c'est un Didier Thomas groupe 2 en diamètre 39. Il est complètement neuf, d'époque, il a jamais servi, complètement stock, etc. C'est des cylindres qui faisaient partie d'un lot de pièces qui a été récupéré directement chez Didier Thomas, qui a voyagé avec différents possesseurs. Et ça c'est parce que Monsieur Thomas il a quitté le monde de la mob et du deux temps depuis un petit moment déjà. Et à un moment, il s'est mis à bazarder un peu tout ce qu'il avait chez lui et dans ses ateliers, tout ça. Donc il a fait des bourses aux pièces où il vendait des lots complets, tout ça, avec plein de cylindres qui n'avaient jamais servi. Et il y en a qui les ont eu soit dans les bourses aux pièces, soit directement chez lui, parce que c'était des connaissances et qu'ils étaient allés les récupérer directement. Donc mon cylindre, là, faisait partie d'un lot, il y avait plein de cylindres, il y en avait même qui n'étaient pas finis. Il y avait encore des brutes, même, qui étaient vraiment sortis du moule, il y en a d'autres qui étaient pas traités encore, il y en a qui, par exemple, ils n'avaient pas les perçages des goujons et compagnie. Donc c'est toute une série de trucs qui devaient traîner dans un coin depuis toutes ces années qui n'ont jamais servi. Donc voilà, parce que ce sont des cylindres que j'ai toujours rêvé d'avoir, et puis là, pour l'intérêt historique de le faire rouler, celui-là, pour la première fois de sa vie, du coup je trouvais ça sympa de partir sur cette base-là. Pour présenter rapidement Didier Thomas, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de la mob, qui a fait beaucoup. Et donc c'est un compétiteur des années 80 et 90, il était pilote lui-même, il a eu d'ailleurs plusieurs victoires personnelles en compétition, avant de devenir un préparateur, et donc après il a été metteur au point de moteurs et de machines, et il travaillait avec des pilotes. On le connaît surtout parce qu'on lui doit plusieurs choses, déjà les deux bouquins qu'il a fait, le gonflage des cyclomoteurs volume 1 et 2, qui sont des références même encore maintenant dans le domaine de la mob, même si il y a certaines choses qui sont un peu datées dedans. Forcément, c'était les connaissances de l'époque, mais en général, c'est vraiment une bonne base et c'est vraiment un des super bouquins. On lui doit aussi la création de la marque Doppler. Ça fait quand même pas mal de choses. Là, je vous ai mis l'avant-propos du gonflage des cyclos, volume 1. Je trouve ça intéressant de voir un peu la parole de l'intéressé. Surtout que ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point il est humble dans ce qu'il raconte, alors que c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver et qui est un grand préparateur. Et c'est quelqu'un qui s'est distingué dans les années 80 par son sérieux et sa rigueur, à une époque où c'était quand même vachement empirique, tout ce qui était la préparation des moteurs, tout ça. Il y avait les grosses équipes, les grosses teams et tout ça, les teams usines, tout ça. Là, il y avait des gens qui étaient très bons, mais sinon, pour les particuliers, les connaissances, elles n'étaient pas autant démocratisées que maintenant, quoi. Donc c'était un peu à l'empirisme, soit on connaissait des gens qui nous renseignaient bien, soit c'était un peu la bricole et puis voilà, c'était un peu du truc où on mettait deux coups de lime dans un machin et puis on pensait qu'on allait avionner et tout ça. Donc lui, c'est vraiment quelqu'un qui s'est vraiment penché sur le pourquoi du comment et qui a vraiment cherché tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'humilité du personnage. Mais bon, ça c'est assez souvent comme ça, hein, les gens qui doutent le plus et qui en disent le moins, finalement c'est ceux qui font le plus. Ça c'est un peu le lot des grands champions, hein. Donc là je vous mets aussi la préface par Jean Bidalo, vous pourrez la lire aussi en étant en pause. Pareil, c'est très intéressant aussi, hein. Comme il dit, hein, comme dans beaucoup d'autres domaines, le succès est le fruit du sérieux, de la méthode, de la rigueur et de beaucoup de travail. Et comme il dit, de comprendre qu'il n'y a ni sorcier ni sorcellerie en mécanique. Ça c'est très intéressant de voir ce genre de témoignage. Alors, comme je vous disais, donc c'est le créateur de la marque Doppler, Didier Thomas, mais au départ, bon, c'était Doppler Préparation, là je vous ai mis une petite fiche. Et voilà, une petite usine qui préparait des mobs pour la course.
Et puis plus tard, après, est venue la création de la société Doppler avec les pièces grand public qu'on connaît encore maintenant, même si il est plus du tout aux commandes, ça fait très longtemps, Didier Thomas. Donc voilà pour la présentation de Monsieur Didier Thomas. Donc première étape, avant de préparer un moteur, on va se documenter. Avant de monter ça, de faire n'importe quoi, ou de chercher pendant des mois un truc qu'en fait on aurait pu trouver tout de suite, et de tester 1 million de réglages possibles et imaginables, on va déjà aller se renseigner sur le sujet. De toute façon, vous savez que la plupart des moteurs de compétition ont des fiches techniques. Chez Bidalo en particulier, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. À chaque fois que vous avez un moteur, ils vous disent tout ce qu'il faut, les valeurs de squish, les valeurs d'avance à l'allumage, même pour certains moteurs, ils vous mettent même les réglages carbu, comment il faut les monter, tout ça, c'est déjà tout bien décrit. Donc on va essayer de se renseigner de la même façon sur le Didier Thomas. Alors, ces cylindres Didier Thomas, comme je vous disais, ils ont été développés par Doppler Préparation. Il y a eu plusieurs variantes, il y a des modèles en 39, en 40, il y a des modèles en Anthrax MBK, d'autres en Anthrax Open, il y a des modèles à booster ou à barrette, il y en a qui sont prévus pour carbu 19 ou d'autres en G3 pour gros carbu, il y en a avec culasse à plot et puis il y a des culasses simples. Donc voilà, il y a un peu plein de choses, mais c'est un peu tout la même base en fait, c'est quasiment le même moule, quelques petites exceptions près. D'ailleurs là on voit, amusez-vous à regarder, il y a un petit défaut, enfin si on veut, c'est pas vraiment un défaut, mais qu'il y a sur absolument tous les Didier Thomas, ça doit être un défaut du moule. Regardez bien l'embase des transferts. À droite, il y a un bel arrondi, et à gauche, ça fait un angle, ça fait une cassure. Et ils sont tous comme ça. Donc le moule est comme ça. En fait, que ce soit des diamètres 39 ou 40, c'est la même fonderie. Et que ce soit les Anthrax MBK Open, c'est idem. Et les échappements, ils sont quasiment tous pareils. Les transferts sont, pour les carbus 19, les transferts sont tous les mêmes. Que ce soit du diamètre 39 ou 40 ou du Open. Et il y a eu des toutes petites exceptions, mais dans la globalité, on reste vraiment sur la même base. Alors, il y a certaines versions de Didier Thomas qui étaient vraiment des monstres. Par exemple, il y a celui-là, c'est un diamètre 40 sur petit carter et carbu 19. Le moteur de la G2 Europe officielle, ça c'est vraiment un monstre. Le moulin arrivait à sortir 20,4 chevaux au Villebrequin. Et ils sont champions Europe 95 et vice-champions groupe 3. Ça veut dire qu'ils couraient aussi en groupe 3 avec leur petit carter MBK et leur carbut 19 et qu'ils étaient devant. Donc ça, c'est assez remarquable. D'ailleurs, il me semble que Didier Thomas a dit que ce moteur-là, c'était un qui avait le mieux marché de tous. La configuration sur petit carter en diamètre 40 et petit carbut 19, ça c'était parmi ceux qui avaient le mieux marché. Par contre, apparemment, il fallait changer souvent les carters parce qu'en fait, ils étaient tellement tapés qu'il y avait des déformations au bout d'un moment. Du coup, les carters finissaient par fuir. Mais voilà, le monstre que c'est. Pareil, je vous mets toutes les fiches là, vous pourrez mettre arrêt sur image pour lire, c'est vraiment intéressant. Et là, il était bien tapé, hein, le moteur, hein, 198 à l'échappement, je sais pas, ou 197, je sais plus, enfin, un truc bien haut quoi. En général, les Didier Thomas, c'est des très bons cylindres, de ce qu'on m'a dit, de ceux qui en ont vu rouler en compétition et tout ça, et de ceux qui connaissent. Quand c'est bien monté et bien préparé, ça marche très très bien, et surtout, ce sont des cylindres bien coupleux, qui sont assez exploitables et qui marchent très fort. Par contre, ce sont pas des cylindres qui se montent Lego. C'est pas du plug and play, hein, comme on dit. Ça demande d'être un peu préparé avant que ça puisse marcher correctement. C'est un peu brut de décoffrage comme truc. Moi, celui que j'ai là, qui est complètement stock, si je le monte juste comme ça et que je le fais rouler, bah ça va rouler, mais ça sera pas folichon, hein. Ce qu'on peut voir sur ces fiches qui nous disent déjà, c'est que la conception du Didier Thomas, c'est des conceptions qui sont plus modernes que les vieux G2B, déjà, parce que elles sont inspirées des MotoGP de l'époque. Donc c'est pas encore l'architecture type Honda RS qu'on retrouvera sur les Open Bidalo et tout ça en 97. Mais là on est vraiment dans la transition quoi entre les deux. Bon là vous voyez en bas à gauche, c'est le moulage des transferts du Didier Thomas. Regardez bien la forme, surtout des latéraux et surtout du secondaire latéral qui revient vers le centre du cylindre. Enfin c'est pas exactement vers le centre, c'est un point qui est un peu décalé vers l'arrière. Et il y a un petit transfert arrière. Ça c'est une architecture qui ressemble un peu à ça. Ça c'est un cylindre d'Aprilia 125 RSA, il me semble. Donc vous voyez, c'est la même chose, un tout petit transfert arrière, des énormes latéraux, les secondaires qui ramènent vers l'avant, et les boosters qui partent sur les côtés avant de revenir comme ça.
C'est le type d'architecture qu'on retrouvera plus tard, quoi, à partir des années 95-96. Voilà, il y a quand même un petit air de ressemblance, là on voit entre ces deux cylindres. Et puis plus tard on bascule carrément à partir de 97 dans les cylindres, voilà, ça c'est un Honda RS 125 que je vous mets. Et là, juste après, Bidalo G2 Open. Et la ressemblance est quand même flagrante. Donc ça c'est les architectures qu'on a après. Parce que en gros, il y a un peu deux écoles quoi. Jusqu'à la fin des années 80, on est sur des architectures de type Kreidler. Voilà, architecture Kreidler, vous voyez. Et là, bah ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ça, quand même. Et ça, bah, ça c'est le Europe, c'est celui que j'ai. Tous les G2B, les G388, tout ça, c'est toute cette architecture-là. Et même l'Himalossi G2, si vous regardez, ça se voit pas forcément à l'embase, mais dès que vous faites la moulure des conduits, hop, voilà, sur quoi vous tombez, c'est exactement la même chose. Donc des principaux très gros qui sont très tournés sur l'arrière, des secondaires qui débouchent perpendiculairement et qui sont petits, et puis des gros transferts arrière. Et après on n'est plus sur ce genre de base là, après on est sur les bases type Honda GP, tout ça. Donc là même encore maintenant, hein, là c'est un cylindre de KTM 125 FFR, et pareil, vous voyez c'est exactement le même genre d'architecture. Et là, les Open Bidalo, après, ils sont complètement comme ça. Donc là, ce qui est intéressant avec ce cylindre, c'est qu'on est vraiment à la transition un peu entre les deux. On commence à avoir des architectures qui sont dites modernes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc voilà, c'est ce qu'ils nous disent dans ces fiches-là. Une architecture inspirée des MotoGP, deux boosters dont la section et l'angle permettent de vider le cylindre très vite. On obtient un moteur puissant avec beaucoup de coupes sans attendre des régimes très élevés. L'architecture du moteur permet l'utilisation de gros boosters sans dispositif ou carter particulier. Ouais, en gros là, il parle des G2FS là en fait. Parce que si l'échappement des Didier Thomas a quand même une forme un peu bizarre, ces boosters qui sont très en hauteur et qui sont assez ric-riquis en largeur, mais en fait c'est un problème de place avec les goujons en Anthrax MBK. Donc en gros, il y a deux choix possibles, soit on fait ça, soit on fait des boosters, des gros boosters sur les côtés, mais du coup il faut avoir des Anthrax type open. Et ça c'est ce que ont fait les G2FS Bidalo. Ce sont des cylindres qui se montent sur petit carter MBK, sauf qu'il y a une cale qui permet un déport de goujons. Bah, FS, hein, c'est ça, fixation séparée. Vous avez la cale d'en base qui déporte les goujons, et comme ça on n'a plus de problème de place au niveau de l'échappement. Mais là ils nous disent on fiabilise ainsi le moteur. Ouais, parce que les utilisateurs de G2FS, hein, ils pourront vous le dire, hein, la cale elle a tendance à se déformer, et il peut y avoir des problèmes de fuite, et on peut aussi avoir des casses de goujons, tout ça. C'est quand même plus rigide et plus solide d'avoir tout simplement des goujons simples traversants, hein, qui font tout du long, plutôt que d'avoir des cales avec des déports et des machins. Donc c'est pour ça que l'échappement il a cette forme si particulière. Ils nous disent aussi le balayage a été longuement étudié, une grande efficacité due aux venturi placés dans ceux-ci à certains endroits. Donc en gros, ce qui ressort entre les lignes là, c'est que en gros, il faut pas trop gratter tout ça, puisqu'on risque de casser l'harmonie qu'il y a, surtout au niveau des venturi d'admission, et idem pour l'échappement, hein. Si on veut faire je sais quoi, on va vite déboucher dans les goujons, on est limité en place, et puis on risque si on essaie de pêcher par excès d'orgueil, hein, comme il nous disait au début, hein, Didier Thomas, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à en faire trop, hein, sur un deux temps, c'est possible de casser l'équilibre du moteur et de se retrouver avec un truc qui marche moins bien, voire qui marche plus du tout. Et là c'est ce qu'ils nous disent aussi dans cette autre fiche. Ils nous disent la section d'échappement standard donne d'excellents résultats. Voilà, donc en gros, on va pas trop en faire. Donc là, on tombe sur la fiche qui traite du diamètre 39, celui que j'ai moi. Donc ça, c'est une fiche qui était dans le Mobshop, hein, je pense. Et donc on va voir un peu ce qu'ils nous disent. Alors déjà, il faut savoir, ça c'est sur un plan général, les diamètres 39, il faut pas leur faire prendre trop de tours, puisque c'est des moteurs qui sont en course longue. Bon ça vous connaissez, hein, je vais pas rentrer là-dedans, course super carrée, course longue, etc. Les moteurs en course longue, donc qui ont un alésage plus petit que la course du Vilebrequin, ce sont des moteurs qui privilégient le couple, et qui en général ont beaucoup de couple, mais qui sont limités en régime max. Donc ce qu'il faut faire, c'est que du coup, il faut pas les faire jouer contre nature, ça sert à rien d'essayer de leur faire claquer 15 000 tours, ça marchera pas. Déjà, ça fonctionnerait pas, et puis on va perdre partout. Donc, ça d'après les conseils que j'ai eu même de préparateurs et compagnie, il faut ne pas dépasser 13 000 tours dans la plage utile avec ces cylindres-là. Après, au niveau de la longe, on peut dépasser 13 000 quand on est vraiment en pointe, mais il faut que la plage d'utilisation, elle se situe en dessous de 13 000 tours, et vraiment axer ça sur le couple.
parce que c'est des moteurs c'est des vrais tracteurs, hein, ça peut marcher très très fort. D'ailleurs, il y a une époque où les G2 diamètre 39, ils faisaient les mêmes temps que les G3 sur certains circuits, parce que G3 était en 40, ils moulinaient, et les 39, ils avaient de la bonne reprise et ils tractaient comme il faut. Donc en gros, déjà on se fixe une barrière, on va pas monter trop en diagramme tout ça, on va rester en dessous de 13 000 tours. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent eux dans leur fiche? Ils nous disent qu'il faut le préparer un peu pour que ça puisse fonctionner. Donc ça c'est comme, ouais, comme je vous disais tout à l'heure, les Didier Thomas, c'est pas des trucs qu'on peut monter Lego et qui marchent tout de suite, il y a un petit peu de travail dessus. C'est un peu brut de fonderie comme machin. C'est brut de décoffrage et ça demande à être un petit peu préparé, et là c'est ce qu'ils nous disent en gros. Alors, là ils nous proposent une préparation qui est un peu un bon mix entre couple et puissance. Donc on va voir ce qu'ils nous disent. Il faut raccourcir un peu les jupes arrière pour ne pas obstruer l'admission. Ok. Donc de toute façon, ça pose pas de problème puisque le piston il descend pas en bas des jupes. Ça j'ai regardé, donc on n'a aucun scrupule à retirer ce qu'il faut. Ensuite il faut porter le venturi d'échappement à 23,8 mm. Parce que ça, brut, le venturi il est à 21. Donc c'est vraiment très peu. C'est plus petit que la lumière d'échappement. Donc en fait, il y aurait une bride à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, il faut que ce soit venturisé jusqu'à 23,8. Donc il nous propose 192-128 avec un écart de 4 degrés avec les boosters. Donc 192 la principale, 188 les boosters, 128 à l'admission. Ils nous disent pour circuit un peu plus roulant, on peut faire 194-130. Donc là on a une plage à 12 000 tours et on peut allonger jusqu'à 13 700. Donc ça c'est pas trop mal comme truc là. Donc avec cet écart de 4 degrés toujours avec les boosters. Ok, très bien. Donc on passe aux observations sur mon cylindre à moi. Alors déjà ce qu'on voit. Au niveau de la fonderie, il y a des cratères un peu partout, surtout sur l'extérieur du cylindre. Ça, il y en a eu plusieurs des Didier Thomas qui étaient comme ça. Les premières moutures, l'alliage était un peu poreux, et lors du traitement Nicacil, quand les bains d'acide sont un peu agressifs, ça fait des petits trous partout dans l'alliage. Donc ça, c'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs dans cette fiche-là. Ils nous disent la première fonderie ayant eu une légère porosité. Donc en gros, le cylindre que j'ai, ça veut dire que c'est un des tout premiers. Et ça empêche pas de fonctionner, hein. Par contre, on m'a simplement dit que il tolère pas vraiment de faire plusieurs renicasillages successifs. Là où par exemple du Bidalo, on peut faire 5 ou 6 traitements, il n'y a aucun problème. Au bout d'un ou deux, déjà, le cylindre il est tout bouffé au mythe. Donc bon voilà. Bon, celui que j'ai pris, il est quand même relativement clean, dans le sens où il n'y a aucun trou dans les transferts ni dans la chemise, et les plans de joint ils sont relativement épargnés. Surtout le plan de joint supérieur, il n'y a vraiment pas de trou. Le plan de joint inférieur, il y en a un peu, mais là c'est pareil, avec un bon papier ou de la pâte, il n'y a aucun problème. Parce que j'en ai vu d'autres, hein, dans le lot, là il y en avait qui étaient vraiment complètement bouffés, et il y avait même des cratères dans le Nicacil. Ça au pire ça peut fonctionner, hein, ça fait des petits cratères, ça retient un peu l'huile, mais bon, voilà, celui-là il avait quand même une meilleure mine. Donc là on voit, hein, des petits trous partout, à l'embase là aussi. C'est relativement propre, il y en a quelques-uns. Surtout là près du trou de goujon arrière droit, là il y en a pas mal. Donc j'ai tenté un truc là-dessus, je me suis dit on va essayer un truc. Voilà, déjà sa meilleure tête. Alors là j'avais creusé un peu le venturi. Et surtout, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris de l'époxy alu et une raclette et j'ai comblé tous les trous. Je suis passé plusieurs fois comme ça, j'ai comblé tous les trous. Ensuite j'ai passé une lame de cutter pour enlever tout le surplus. J'ai attendu que ça sèche et j'ai resurfacé au marbre. Donc là, c'est parfaitement lisse, ça, ce qu'on voit là. On voit une différence de teinte parce que c'est l'endroit où il y a l'époxy, c'est un peu plus foncé, c'est là où on voit tous les petits, comme des petites taches. Mais il n'y a plus de cratères, quand on passe le doigt, c'est vraiment parfaitement lisse. Donc réussite totale, fort de... Ça c'était une première, vraiment j'ai jamais fait ça. Donc fort de ce truc là, je me suis dit j'allais faire ça partout. Donc là on voit un avant-après, rien à voir. Donc là c'est parfaitement lisse, je me suis dit j'allais faire ça sur l'embase aussi, en bas, parce que là il y en avait un peu des trous. On voit pareil, là, on voit le résultat. Là, j'avais déjà commencé à dégrossir le bas des transferts aussi. On voit que c'est plus brut, hein, ça a plus la même tête. Donc là, pareil, je passe avec ma raclette, je comble les trous. Je passe avec la lame de cutter, j'enlève tout le surplus. J'attends que ça sèche et je passe au marbre. Et donc là, au toucher, c'est vraiment parfaitement lisse. Donc là, si on avait encore des doutes au niveau de l'étanchéité, là, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Donc là, on voit, ouais, l'extérieur était bien piqué. Là, c'est là où il y en avait le plus des trous. Donc je me suis dit que j'allais peut-être aussi faire quelque chose. Ça sera purement esthétique, mais bon, au moins
Voilà, on voit avant-après, hein, ça a quand même une autre tête. Là c'est pareil, j'ai pris ma raclette, je suis passé dans les trous, après j'ai passé du papier, une fois que c'était sec, j'ai passé du papier à poncer, et puis après j'ai mis de la peinture haute température. Ça sert purement, vraiment à rien, hein, mais c'est juste pour avoir un peu une meilleure tête. Comme ça, voilà, montage à blanc, on voit que ça a meilleure mine quand même. Donc ça sera, esthétiquement, ce sera quand même joli. Alors, là on se penche sur l'intérieur. Donc là je fais tous les relevés, tout ça. Ah, on voit bien hein, au niveau du balayage, là c'est les espèces de G que vous voyez quand on voit là le dessin de l'embâche en haut à droite, il y a des espèces de G là qui partent. Ça c'est l'orientation des transferts des bouchées. Donc ça se fait, vous prenez un petit cure-dent, vous le mettez dedans et puis vous calculez l'angle et puis voilà. Donc on voit bien hein, les secondaires latéraux, ils ramènent vers l'avant le mélange, vers un point qui est situé un peu en dessous du centre du cylindre. Donc voilà, l'architecture un peu plus moderne quoi. On voit hein, le Venturi, il a 21, il est vraiment petit. Sinon qu'est-ce qu'on a on observe que les boosters et la principale ils sont à la même hauteur. Donc ça c'est pas top, il faut mieux avoir un écart. Eux ils préconisaient 4 degrés donc on va essayer de faire ça. Et en plus là on le voit pas mais les boosters ils étaient pas symétriques, il y en avait un qui est plus haut que l'autre. Donc ça pareil il faut reprendre. Après il y a plein de problèmes de symétrie, tout ça, bon ça on verra plus tard, de toute façon dans tous les cylindres c'est le cas. Hein. Donc ce qu'on voit aussi c'est que le cylindre il fait 70,8 de haut, donc ça, sur une couche 41,8 quand je le mets, j'ai un dépassement de piston de 2 mm en haut. Il y a toujours le segment qui reste dans la chemise, ça c'est pas trop un problème, mais du coup, vous voyez là on voit bien, hein, parce qu'en fait c'est, comme je vous ai dit, c'est la même moulure que pour les cylindres en diamètre 40, donc pour course courte. Donc ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est que on pouvait mettre une cale entre la culasse et le cylindre, ça existe une cale de cylindre, voilà ça ressemble à ça c'est une cale de Didier Thomas. Donc voilà, du coup auquel cas on avait plus ce problème de dépassement, on avait le piston qui revenait à fleur en haut et puis on avait la culasse standard au-dessus. Donc ce qui est bien avec ça c'est que on peut avoir plein de choix de diagrammes différents, parce que soit on va caler en haut, soit on va caler en bas, avec une cale en bas comme celle-ci, ça c'est une cale de 2 mm. Soit on fait des cales intermédiaires et puis on peut faire tous les diagrammes qu'il y a entre les deux là. Alors, donc pour les mesures, sans aucune cale, donc imaginons si je mets le cylindre comme ça, et que je mets une cale de culasse en haut, je me retrouve avec 188-122, donc c'est quand même vachement bas, 122 latéraux, bon. Et puis si je me mets comme ça et que je veux tout remonter, il faut gratter beaucoup dans le cylindre, si on veut atteindre les 128 ou 130 là comme c'était préconisé. Donc là on va monter tellement qu'on va casser le Venturi. Ou alors il faut reprendre le conduit sur toute l'intégralité, et auquel cas ça fait des conduits qui vont laisser passer plus de gaz, et auquel cas ça va être des conduits qui vont être prévus pour des carbures plus gros. Donc il faudra aussi reprendre l'échappement. C'est ça en fait le truc, c'est que c'est un équilibre hein, tout ça. Dès que vous commencez à gratter, toucher trop un paramètre, il faut reprendre tous les autres. Nous on va pas s'aventurer là-dedans. Remonter les latéraux, si c'est de quelques dixièmes, ça va. Si c'est de plus d'un millimètre, c'est pas jouable. Parce que la hauteur des lumières, généralement, pour du carbure 19, c'est du 8 mm. Donc là, si je monte de plus, ça fait 9. Et si on multiplie sur toutes les lumières, bah ça laisse passer beaucoup plus de gaz qu'avant. Et donc du coup, ça fausse un peu tout l'équilibre du moteur. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre une cale en bas. Mais après, il va falloir déterminer quelle cale. Donc après je l'ai calé à 2 mm en bas, donc là j'avais le piston à fleur en haut, donc il suffisait de mettre une culasse standard. Par contre là le problème c'est qu'avec la cale en bas de 2 mm je me retrouve avec 198-135, et là c'est vraiment beaucoup trop. Pour un diamètre 39, déjà c'est même des diagrammes que moi je mettrais pas sur des diamètres 40, c'est trop. 135 à l'admission c'est trop. Avec un échappement aussi haut, ça va donner des moteurs qui seront complètement violents. Et puis là, le pire, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est 198, mais avec les boosters et la principale qui s'ouvrent en même temps. Donc ça veut dire que si je veux garder un écart, si, imaginons, je veux faire les 4 degrés d'écart, je vais monter à 202, 198, 135. C'est vraiment des diagrammes de barge. Donc ça, c'est pas jouable non plus. Donc après, j'ai essayé différentes simulations avec différentes cales. Une cale de 1,2, je suis à 194-130, donc ça c'est très bien, c'est ce qui préconisait. Le seul problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aurai des boosters qui s'ouvrent en même temps que la principale, et en plus j'ai un booster qui est trop bas, donc je vais devoir le rendre, enfin bref. Il vaut mieux se garder une marge de manœuvre. Alors le meilleur compromis que j'ai trouvé, c'est cale à 0,8, comme ça j'ai 192-128. Ce qui fait que je vais remonter de 128 jusqu'à 130 les latéraux, je vais remonter la principale de 192 jusqu'à 194 au minimum, et je vais mettre les boosters bien symétriques.
Comme ça, j'ai 5 dixièmes à remonter aux latéraux et 8 dixièmes à remonter à l'échappement principal. Et ça, c'est bien, c'est pas trop. Comme ça modifiera pas mon débouché, ça modifiera pas mes sections de venturi et compagnie. Donc ce sera parfait. Donc on va se lancer là-dedans. Alors, bon là, ça c'est ma cale de 0,8 que j'ai confectionnée pour avoir ces diagrammes-là. Bon, alors là, on voit hein, l'intérieur du cylindre, complètement stock. Donc ouais, bah c'est un peu crado, il n'y a pas une seule ligne droite qui soit droite, il n'y a pas un seul arrondi qui soit correct, il n'y a rien qui est symétrique. Regardez la lumière principale là, l'arrondi est pas symétrique, il est pas droit, il y a une espèce de gros pâté sur la droite là, il est tellement gros qu'il avait même été nicasilé. Le booster pareil, c'est pas la forme, elle est crado, dans tous les conduits on voit des petits dépôts partout. Même dans les transferts, on voit des espèces de marches là à un moment. Ça c'est des traces de moulure. Ça c'est des traces du moule. Donc bon, de l'autre côté, pareil. Hein. Il y a aussi un pâté à gauche de la lumière principale. Le booster, pareil, il est en dents de scie, là, c'est tout moche. L'arrondi du transfert principal, il est pas bon. Il n'y a rien qui est bien droit, voilà. Enfin, en gros, il n'y a rien qui est ni bien horizontal, ni bien vertical, et ni bien arrondi. Donc ça, on va reprendre tout ça. Donc déjà, on débroussaille tout ça. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est déjà mieux là. Donc là, voilà, on a supprimé tous les petits défauts de fonderie, tous les trucs. Là, c'est pas encore préparé. Là, c'est juste un dégrossi. Donc ça a déjà une meilleure tête. Ensuite, ce qu'on fait, là, on s'attaque à la symétrie. Alors là, c'est pour la lumière d'échappement. On voit, j'ai supprimé tous les pâtés qu'il y avait. J'ai repris l'arrondi de la lumière d'échappement et j'ai commencé à la remonter pour avoir un bel arrondi et qui soit plus haut que les boosters. Les boosters, j'ai commencé à remonter le gauche, à baisser le droit pour avoir une symétrie parfaite. Voilà, donc là, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, on voit toutes les lumières là qui commencent à être bien clean. On voit, hein, il y a des petits cratères là où on voit là, à gauche. En haut, le transfert principal, c'est un petit cratère qu'on voit là. Et en bas aussi. C'est une espèce de... Ouais, des défauts de fonderie quoi. Donc là, on commence à dégrossir tout ça. Voilà, là, la symétrie, elle a été faite au niveau des deux boosters. On voit qu'on est parfait et qu'au niveau de la lumière principale, on a l'arrondi est symétrique aussi. Là, piston au point mort bas, on a bien la lumière qui débouche comme il faut. Ici, les secondaires, voilà, on a supprimé tous les petits défauts de fonderie. Là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et là, j'ai commencé à les remonter. Donc 5 dixièmes, il faut que je gagne là-dessus. Là, symétrie des boosters et de l'échappement principal en haut. Donc on voit bien que l'échappement principal, ça y est, maintenant il est un peu plus haut que les boosters. Et les boosters sont symétriques en haut et en bas. Voilà, en bas aussi, on voit. Donc là c'est du boulot hein, pour faire ça. Et pour que ce soit à peu près propre, c'est du travail. Hein. Les latéraux et le transfert arrière. Là les latéraux, ils commençaient à être pas mal. Donc on voit qu'ils débouchent tous pareil. Les lignes droites commencent à être droites enfin. On peut voir déjà, là le transfert arrière il n'a pas été vraiment encore fini. On voit, hein, le transfert arrière, le côté droit, là, il est moins haut que le gauche. Donc ça c'est pareil, j'ai repris ça après. Mais les latéraux ils commencent à être pas mal. Là, on commence à voir le chanfreinage de toutes les lumières. Donc chanfreine à 45 degrés hein, de partout. Avec la luminosité qu'il y a, on le voit bien. Donc ça, hein, il faut éviter les arrêts de vive parce que il suffit d'un tout petit accroc avec le segment ou avec le piston et vous avez des éclats de quasi qui vont sauter. Ou alors vous allez user prématurément vos cylindres ou vos pistons, tout ça. Il faut qu'il n'y ait rien qui soit agressif, coupant ou rugueux avec le doigt. Quand vous passez, il faut que ce soit tout bien lisse. C'est pour ça qu'on chanfreine toutes les lumières. On voit que la lumière d'échappement, elle commence à être... elle n'est pas encore polie, mais elle commence à ressembler à quelque chose. Voilà, là on voit au niveau de l'embase, là j'ai posé la cale dessus, que j'ai parfaitement ajusté. Et on voit bien hein, l'état de surface dans les transferts, là. Donc là c'est tout passé avec les petites phrases diamantées, en mettant tous les micro-sillons dans le même sens. Là on a un petit état de surface au doigt, c'est un peu rugueux. Comme ça on a bien la couche limite qui va se poser là-dessus. Et on voit aussi le travail sur la jupe arrière là qui a été raccourci et qui a été un peu redessiné.
Voilà, là ça commençait déjà à ressembler à quelque chose tout ça. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Là on commence à arriver aux finitions. Là j'étais en train de remonter les latéraux et tout ça, et puis de bientôt... Il y avait encore des petits trucs pas tout à fait symétriques, pas tout à fait droits. Là ça commence à être mieux. Voilà, on voit, ça commence à devenir propre là. Lumière d'échappement aussi. Là c'est pareil, hein, les boosters, ils ont une forme bien particulière, avec une espèce de... Comme je vous montrais tout à l'heure là, ça part sur les côtés, ça revient, et c'est une espèce d'angle aussi, ça tourne un peu. Et ça, il n'y avait rien de symétrique, il y avait une partie qui était à moitié obstruée dans le booster droit. Donc il a fallu tout recreuser, tout refaire bien comme il faut. Voilà, donc là ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, cet échappement, avec le Venturi qui avait été porté à 23,8 mm, là comme il disait. Donc là on commence vraiment à avoir quelque chose de bien. Là les latéraux qui ont été remontés de 5 dixièmes, et donc rechanfreiner tout ça pour que ce soit bien comme il faut. Là, ça commence à... Là on voit que dans les transferts ça commence à atteindre l'état de surface définitif. Là ça commence à être parfait. Voilà. Là regardez les latéraux là, ils sont bien jolis. Et ça c'est du boulot, hein. Renvoi d'angle, tout ça, petite fraise, Dremel, machin, fraise carbure et compagnie, petite fraise diamantée. Et puis on passe le temps qu'il faut, et puis il faut y aller tranquillement, pas gratter beaucoup, faut mieux prendre beaucoup de temps pour faire ça, plutôt que d'essayer d'enlever beaucoup d'un coup et d'aller un peu trop loin et de se retrouver avec un truc irrattrapable. Donc là, avec mes calculs définitifs, si je remonte tout ça comme ça, j'obtiens 195,5 à la principale, 191,8 au booster, 130,9 aux latéraux et 128,2 au transfert arrière. Alors là, c'est pour la culasse. Donc c'est une culasse à plot que j'ai. Donc ça, ce sera parfait pour moi, puisque j'aurai pas besoin de caler le cylindre en haut, puisque je mets ma cale en bas, je mesure mon dépassement de piston, et je fais un plot sur mesure, déjà qui tiendra compte du fait que moi j'ai envie de rouler avec du samplon. Je roule pas avec des essences optimisées. Donc ce sera un plot de culasse adapté au samplon, en 39 mm, et qui en plus tiendra compte du dépassement du piston. Donc en gros, il suffira d'additionner le dépassement à la bande de squish, et puis de faire usiner le plot en conséquence. Donc c'est pour ça que je pouvais vraiment choisir là quelques je voulais là. Donc là les petits pions de centrage, hein, ça tout simple, hein, c'est des clous en fait, des clous de 2,5 mm d'épaisseur. Et donc j'ai coupé des petits tronçons, et puis j'ai tout poncé tout ça, donc voilà, ça rend bien. C'est une culasse open qui a été reprise en Anthrax MBK. Donc vous voyez, hein, il y a eu reperçage. Et il y avait un reperçage qui n'était pas à fleurs. Donc je l'ai comblé avec... il y avait une petite marche. J'ai comblé avec de l'époxy. Et pareil, toujours avec la même technique que tout à l'heure. Après j'ai enlevé surplus avec ma lame de cutter. Et enfin j'ai passé le tout au marbre une fois que c'était sec. Et comme ça c'est parfaitement lisse. Voilà. Et comme ça, voilà, ma culasse, là, ça s'emboîte parfaitement. Ensuite, on passe sur les carters. Alors les carters, j'ai choisi des carters Polini. J'ai des carters MBK en stock, mais ils sont vraiment pas du tout préparés, et je voulais les garder comme ça. Et puis là, comme ça, parce que sinon les carters MBK, il faut quand même bien les taper, et il faut labelliser l'admission, tout ça. Ça m'aurait obligé à prendre pas mal de pièces. Donc voilà, et puis c'était un peu un défi personnel d'en faire quelque chose, c'est Polini, plutôt qu'ils traînent, voilà, donc je me suis attelé dessus. Alors déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai comblé pas mal de choses avec de l'époxy. Là on voit déjà au niveau du transfert arrière, pour pouvoir l'aligner, donc j'ai mis de l'époxy alu ici, j'ai mis aussi de l'époxy alu dans la base des latéraux, puisque d'origine ça me plaît pas du tout, cette forme, elle est mal foutue, c'est un peu avec des angles partout, tout carré, tout moche. Alors que nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ce qu'on a sur les carters de scooter et de mécaboîtes modernes, quoi. Donc des belles pentes, bien arrondies, bien belles. Surtout que les transferts du Dietoma se prêtent bien à ce genre d'architecture. J'avais commencé à faire l'arrondi aussi, on voit là. L'arrondi, hein, c'est pas un passage direct, mais voilà, on a cassé les angles là qu'il y avait au niveau de entre la sortie des clapets et quand ça part sur les côtés dans les transferts. Donc voilà, là je fais mon arrondi. Non, on voit déjà, hein,
ça se mariera pas mal avec le cylindre là. Donc les jupes arrivent exactement à épouser la forme des carters. Mais ça c'était fait exprès, hein, c'est pas du hasard, hein, j'ai fait exprès. On voit que le transfert arrière il va être aligné comme il faut là avec l'ajout qu'on a eu d'époxy. On voit que les latéraux ils sont alignés aussi et que là il y a une belle pente arrondie sur les côtés. Et on voit qu'on a un passage direct en dessous des jupes là, hop, ça file sur les côtés. Là pour l'autre côté pareil. Donc là voilà, les pentes elles commencent à être plus propres, je prends l'arrondi, pareil, ça prend du temps, hein. Faut y aller tranquillement, faut creuser au fur et à mesure, on arrive à faire quelque chose de pas mal. Voilà, le but c'est de ressembler à des carters un peu comme ça. Voilà, c'est pas si mal hein, pour des carters Polini quand on voit la tronche de la base. Donc là on est pas mal déjà. Alors ensuite, là on voit hein, sur la droite, la bosse là, du bas de goujon. On arrive quasiment à la supprimer sur les carters Polini, sans pour autant déboucher dans le goujon. Donc ça c'est cool, parce que moi les trucs avec des pâtes à joint sur des filetages qui sortent dans le passage gazeux et compagnie, enfin un truc un peu foireux, ça c'est pas trop mon truc, donc voilà, là j'ai pas débouché, je suis très content. Et on a vraiment supprimé la petite gêne qu'il peut y avoir avec cette bosse, parce que la bosse elle est vraiment en plein dans le passage des lamelles hautes. Donc avec ça, on a complètement supprimé le problème. On voit bien hein, la différence là entre droite et gauche, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Donc voilà, là ça ressemblera pas à ça. Là il manque beaucoup de finition, mais on voit déjà que la bosse elle est bien supprimée. Hein. Voilà, comme ça, là ça va sortir de la lamelle, ça va filer à droite et on n'aura pas le problème d'un espèce de machin qui va faire des turbulences. Et là on voit la différence hein, entre droite et gauche. Là, à gauche c'est bon, et à droite, le flux qui va sortir de la lamelle, il va rencontrer cette bosse là. Donc là, c'était vraiment état définitif. Là, c'était revenu de microbillage chez un copain. Donc comme ça, l'état de surface il est parfait, que ce soit de l'époxy ou de l'alu nu. Voilà, là on voit bien, là c'était fini. Vous voyez là au niveau de l'admission, ça n'a plus du tout la même tronche. La continuité avec les cylindres, tout ça. Voilà, là c'est vraiment très bien. Voilà pour les bosses supprimées, là on voit bien. Donc là voilà le carter, ça ressemble vraiment à ce que je voulais. Donc on a bien les pentes qu'il faut. Là pour l'admission on n'a plus de gêne au niveau des bosses. Hop, petit montage à blanc. Là j'ai fait mes pattes de fixation moteur. Donc vous voyez que la patte droite elle est vachement longue. Ça je me suis laissé beaucoup de possibilités pour fixer mon pot, puisque j'ai mon pot qui est fixé directement dessus. Comme mon autre moteur, quoi, en gros. Je fais exactement le même genre de truc. Le but c'est d'avoir à monter ça juste comme ça et que ça colle tout parfaitement. Après je passe au remontage des carters. Alors là, je prépare tout à l'avance, vous avez vu, pour pas avoir de mauvaises surprises et pour, dans le feu de l'action, faire de la merde ou je sais pas quoi. Donc je préfère passer du temps à bien me préparer. Il y a toutes les vis dans l'ordre, dans le bon sens, le vilebrequin dans le bon sens surtout, parce que ça c'est la mauvaise blague. Et il y a tous les joints qu'il faut, il y a ma graisse, mon huile, mes clés, tout ça, un peu de la protection par terre. Voilà, comme ça là, une fois que j'ai peut-être passé un peu de temps à préparer tout ça, mais une fois que je sors mes carters du four, clac clac, j'enfile tout, je mets mes vis, je serre, hop, et c'est fini. Ça a pris 5 minutes, même pas. Donc là voilà, remontage. En plus là j'ai pas à me soucier de mettre les trucs dans le bon sens, c'est déjà tout prêt. Donc là mon vilo il est dans le bon sens, hein, avec le vario à gauche. Là j'avais centré mon vilo hein, déjà. Donc là c'est pareil, comme ça ça me permet de réutiliser ce vilebrequin qui est un vilebrequin Vidalo, un bon produit et je m'en servais plus du coup. Donc là je pourrais m'en servir, c'est cool. Là je vous montre le piston aussi, c'est pour au niveau des chanfreinages, donc je parlais tout à l'heure, c'est aussi valable pour le piston. Ces pistons là sortis de moule, ils ont plein d'arêtes qui sont coupantes comme des lames de rasoir. Et moi j'aime pas trop, des trucs qui frottent métal contre métal, même avec toute l'huile qu'on veut, je sais pas, si je passe mon doigt et que ça coupe, bah je sais pas, je pense que c'est pas top quoi. Donc là on voit, hein, j'ai chanfreiné tout, idem sur le bas là, voilà, c'est tout. Maintenant quand on touche là on se coupe pas, c'est tout lisse. Donc si à chaque fois ça racle contre le nicacile, bon ça peut causer des usures prématurées. Donc là, remontage du piston comme il faut, voilà avec la cale d'en base. Alors du coup, prise des diagrammes réels. Donc j'obtiens ce qui était prévu. Donc j'ai bien un dépassement de piston de 1,2 en haut, comme j'ai mis une cale à 0,8 en bas. Et j'ai bien autour des 195, 191, 131, 128. Donc voilà, c'est parfait. Voilà.
comme il faut, la mesure des diagrammes, tout ça. Là, on voit bien au point mort bas, le piston qui est à fleur au niveau de la lumière d'échappement. Alors ça, très important aussi, le jeu à la coupe du segment, pour pas qu'il soit trop serré, sinon vos deux becs ils vont se toucher quand ça va se dilater et ça va tout péter. Donc là, j'ai un zone entre 0,15 et 0,20, donc c'est parfait. La cale de 0,15 passe, la case de 0,20 passe pas, donc c'est parfait pour un segment neuf. Comme ça, il va durer un petit moment avant de le changer, et le jeu est pas trop serré non plus. Idem pour la côte piston, en parenthèse, hein. Je vous ai pas dit, mais c'est du 38-95 et je l'ai pas choisi par hasard, hein. C'est parce que la côte est parfaite avec le cylindre. On avait remesuré ça avec un copain au pied à colis, tout ça. Donc le jeu était bon. Pareil, il faut, par exemple, si j'avais un piston en 39-96, bah, il aurait peut-être fallu passer un petit peu de rodage en plus, et 39-97, là c'était trop. Après, les côtes, c'est toujours le même truc, hein. Si vous avez des côtes, des appairages qui sont bons, vous n'avez pas besoin de rodage, et vos trucs ils vont fonctionner bien tout de suite. Si vous avez des côtes un peu serrées, bah ça va durer un peu plus longtemps, et puis au niveau des perfs c'est pas mal. Par contre, au moindre petit problème, ça va coincer quoi. Si je mets un piston en 97, imaginons, et que à froid je pars comme un âne, bah je vais avoir un beau serrage aux quatre coins, et je saurais pas pourquoi, et bah voilà. Pareil, si j'ai mon jeu à la coupe des segments et que le segment est trop serré, et que mon segment il se dilate un peu trop, les deux becs vont se toucher, ça va forcer sur toute la chemise et je vais bien racler tout ça et bien tout arracher. Là j'ai fait mon joint de peau avec du joint renforcé. Là on voit que la lumière d'échappement elle est polie maintenant. Donc là on va voir, voilà, là c'est l'état définitif du moteur. Donc la lumière d'échappement est polie, tout est parfaitement comme on avait vu là. C'est bien chanfreiné comme il faut, les états de surface sont parfaits, c'est tout bien clean. Voilà. L'échappement. Et les latéraux aussi, très bien. Le transfert arrière aussi a été repris. Il est symétrique, tout ça, tout comme il faut. Alors l'étape où j'en suis maintenant, c'est que j'ai posé des plans pour faire usiner des pièces. Donc il y a mon fameux plot de culasse sur mesure, et puis il y a aussi la bride du venturi d'échappement. Le venturi d'échappement est une petite rallonge pour pouvoir à chaque fois avoir deux possibilités d'accords différents avec chaque pot que j'essayerai. Donc un pot légèrement rallongé pour avoir un peu moins de régime max mais plus de couple, ou alors enlever la rallonge et du coup gagner un peu en régime max et avoir moins de couple. Comme ça je pourrais un peu essayer les deux. Donc voilà, ça c'est les plans que... Donc voilà, j'attends que ça soit fait. Vous voyez que le plot de culasse, j'ai pris les côtes des culasses Bidalo 2013 pour pouvoir tourner au samplon, hein, comme je vous disais. J'ai rajouté le dépassement du piston, qui est 1,2 mm. Donc du coup, normalement à fleur, on a un squish à 0,7 sans aucun joint avec les Bidalo. Donc là du coup, je serai à 1,9. Et après, tout pareil, la pente de squish, tout ça, le volume de chambre, tout ça, ce sera pareil. J'ai juste adapté ça pour un diamètre 39, puisque sur les culasses Bidalo 2013, donc ils sont en 40, la bande de squish elle fait 6 mm, ça fait 50,9% de l'air de l'alésage, l'air de la bande de squish. Donc ça c'est normal, hein, sur les moteurs de compète, c'est toujours plus, ça peut être plus de 50%, mais c'est déjà des moteurs qui sont bien poussés, ça veut dire. Et là, si je faisais 6 mm sur un diamètre 39, du coup, ça me faisait une bande à 52%. Ça fait peut-être un peu beaucoup, je préfère rester dans les clous. Donc j'ai adapté ça en fonction de mon alésage qui est de 39. Donc du coup, ma bande de squish, elle fait plus 6, elle fait 5,87, je crois. Un truc comme ça. Enfin, quasiment pareil, mais c'est pas pareil. J'ai gardé la même pente, c'est à 12-20 degrés. Et comme ça, j'ai vérifié hein, que ça passait avec le piston Doppler, mais le piston Doppler est aussi assez plat, comme le Bidalo, donc c'est pas mal. Ça me donne un écart entre les deux qui est de 3,69 degrés, puisque j'ai une pente à 12-22 degrés et la pente dans la bande de squish du piston elle est de 8,53 degrés, donc du coup j'ai un écart de 3,69, donc ça c'est très bien. C'est dans les normes, c'est recommandé une pente entre 2 et 4 degrés généralement sur la bande de squish. Donc on est parfait. Voilà, donc j'ai mis toutes les côtes comme il faut. Ce sera une chambre hémisphérique, donc arrondie quoi en gros.
C'est ce qui marche le mieux. Les trop coniques, c'est moins bien au niveau de la répartition, de l'explosion et de la poussée, tout ça. Ça, c'est mieux. Après, du coup, donc là, au niveau de la monte de squish, ce sera parfait. Il faudra juste, une fois que je l'aurai, la monter et faire le taux de compression et regarder à combien je suis. Donc au niveau du TX, sur les brochures qu'on avait tout à l'heure, sur la première brochure, il conseillait un volume à 5,2 cc jusqu'au haut du puits de bougie. Et la Doppler officielle, elle est à 3,1 cc. Donc ça donne un peu plus de 16 pour 1 en taux de compression. Moi, je vais faire un truc qui se situe dans les clous, c'est-à-dire à peu près comme... je vais commencer tranquillement, je vais faire comme j'ai sur l'Europe. Je suis à 15,6, je crois, pour 1 en rapport. Et on verra si on peut mettre plus, mais de toute façon, je suis pas très partisan de compresser beaucoup les moteurs. Et donc du coup, au début, on va commencer tranquille. Il faut que mon volume de chambre il soit entre 3,4 et 3,2 cc, en gros. En gros, je balaye entre 15,5 et 16,1. Ce sera pas mal, déjà pour une bonne base comme ça. Puis après, bah, ça sera les essais, et puis on commencera tranquille. Mais déjà, voilà, pour le plot usiné, donc toutes les côtes qu'il faut, je les fais exactement aux bonnes côtes pour que dans ma culasse ça rentre tout sans aucun jeu parfaitement, pour que la chambre soit parfaite et adaptée au samplon, que j'ai bien les bonnes pentes et les zones de squish comme il faut, que ça tienne compte du dépassement du piston. J'ai fait en sorte que ce soit tout pareil pour pouvoir mettre les joints toriques et tout ça. Donc je vais mettre un joint torique Bidalo, mais j'aurais pu mettre un joint d'origine, c'est le même truc. Et en haut aussi, je vais mettre un petit joint torique. On voit là, j'ai mis la gorge pour. Je me suis arrangé pour avoir pour mettre des bougies en culot longs, comme j'aurais, puisque je mettrai une NGK R6252, comme j'ai sur l'autre. Bon, bah, normalement, ça sera tout bon. Hein. Donc là, on voit la bride d'échappement. Pareil, je l'ai adapté en fonction de mon cylindre, puisque les trous, ils sont pas... De toute façon, il n'y a rien qui est jamais en face, hein, mais là, les trous, ils sont pas en face. C'est pas centré par rapport à la lumière d'échappement. Donc du coup, là, ce sera bien tout sur mesure, parfait comme il faut. Au lieu de faire tourner ça en une pièce, que ce sera super compliqué, j'ai fait faire donc juste la bride, et il y aura un trou en 33 moins 1 centième en côte, comme ça va rentrer en force, ce sera serré. Le venturi, là, ça, par contre ça sera fait autour, le venturi. Il pourra être rentré un peu en force, et comme ça il n'y aura aucun problème, de toute façon ça tiendra. La côte moins 1 centième, c'est ce qu'on met pour tenir des roulements, vous voyez, donc ce sera parfait. De toute façon il y aura les ressorts qui va tenir le tout. Et j'aurai ma petite rallonge là, et en plus j'aurai un beau venturi à l'intérieur qui partira de 23,8 mm, donc la sortie du cylindre, et qui ira jusqu'à 28, et si je me la rallonge jusqu'à 30, donc je serai très bien quoi. Parfait. Donc voilà, j'attendrai toutes ces pièces pour pouvoir avancer ensuite. Bon, bah, je vous remercie d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos, et puis surtout, donc cette série-là, elle n'est pas finie, hein, puisque le but c'est de terminer le moteur. Donc il y aura d'autres vidéos, comme je vous ai dit tout à l'heure, où on verra tout le reste, la finalisation de la préparation. Voilà, à plus.